Bonjour, mon nom est Pierre-Yves Lepéblais. Très content de vous retrouver pour une édition spéciale de Ici et Ensemble avec nos experts. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent tabou. C'est un sujet qui fait même peur pour certains entrepreneurs, même dans la population en général. Quand on entend le mot syndic, souvent ça résonne avec le mot faillite. Et quand on se dit « il y a un syndic qui tombe là-dedans », cela, c'est parce que ça va mal, puis que ça sent la fin. Mais c'est pas vrai tout le temps, puis même souvent, c'est pas vrai. Au contraire, le syndic va donner un petit coup de main, va donner le coup de pied qu'il faut pour replacer la patente, pour sauver des entreprises et des plans d'affaires, entre autres. Et on va en parler aujourd'hui parce que notre thème aujourd'hui, c'est le support du syndic en temps de pandémie. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne pensaient pas avoir affaire avec un syndic. Et aujourd'hui, on reçoit M. Éric Métivier de Roy Métivier Roberge. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, Pierre-Yves? Oui, ça va bien. La crise de la COVID, comment ça se passe chez vous? Ah, mon Dieu, depuis le 15 mars, nous, ici, on est la majeure... au moins, la moitié des gens sont en télétravail. Ouais. En fait, on a découvert des façons nouvelles de travailler. On n'aurait pas suspecté, là, ou on n'aurait pas douté que ces méthodes de travail-là puissent s'appliquer là, dans notre domaine. C'est fou, hein? Puis, il y a des gens, même, on croit que certaines personnes pourraient continuer à travailler là, de la maison, même au-delà de la pandémie. J'ai l'impression que du côté des entrepreneurs en ce moment, c'est ça la grosse révolution. Ça a accéléré l'installation du télétravail pour plusieurs personnes et j'ai l'impression qu'il y a une bonne part d'employés qui vont travailler en télétravail, du moins peut-être pas temps plein, mais de façon peut-être séparée. Et ça aussi, c'est une autre affaire. J'ai l'impression, je vois loin, là, mais j'ai l'impression que le nombre de pieds carrés pour certaines entreprises risque de diminuer dans les prochaines années, justement à cause de ça. On va avoir moins besoin d'avoir tout notre monde en même temps à la même place. Est-ce que c'est une des possibilités que vous avez vues passer aussi? Oui, très certainement. Les besoins, les propriétaires immobiliers doivent certainement se poser des questions pour le futur parce que je ne suis pas certain que les plans de développement qui étaient dans les cartons dans les dernières années, ils ne seront pas à revoir. Là. J'ai l'impression que tout ça est à revoir là, pour les années à venir. Le besoin en pied carré va être différent. Puis ça va affecter aussi... la pandémie a affecté tous les secteurs d'activité commerciale. C'est vrai. On entend surtout parler de la restauration, mais ça affecte également tout le secteur de la manufacturation, là où tu avais des employés qui travaillaient à moins de 2 mètres l'un de l'autre, des chaînes de montage ou des ateliers de soudure ou nomme-les tous, là, ils sont à peu près tous impliqués. Ils auront tous là, à revoir leur façon de travailler d'une part, puis ils vont avoir aussi à dealer avec la rentabilité. Toute cette réorganisation-là du travail a un impact là, sur la rentabilité, là, très certainement. Puis on parle beaucoup d'investissement, ça a l'air un peu niaiseux, mais d'installer toutes ces mesures-là, surtout sur des chaînes de montage, de déplacer un homme, une femme, à juste 2 mètres plus loin, ça change beaucoup de choses. Installer les fameux plexiglas, les trucs pour se laver les mains, tous ces processus-là, ça mange un peu de temps de travail et aussi, ça coûte des sous installer ça, ces investissements-là. Par contre, c'est quelque chose qui va rester si, techniquement, on est mieux protégé en se lavant. J'ai l'impression que les journées maladie pourraient diminuer. Les grosses grippes en hiver risquent d'être un petit peu moins fortes aussi. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Mais là, on fait de la boule de cristal un peu. Hey, Éric Métivier, je veux que tu me parles un peu de toi. On dit que tu es un syndic, que tu travailles avec Roy Métivier et Roberge. Donc, c'est un bureau d'associés. Et ça part d'où? À quel moment quand on se lève dans la vie et on fait « Moi, mon métier, ça va devenir syndic ». Oh mon Dieu. Moi, lorsque j'ai fait mes études à l'Université Laval, ici à Québec,
J'ai terminé en 1978, au siècle dernier. Puis, au moment de terminer mes études, j'avais aucune espèce d'idée que je deviendrais syndic. OK. À l'époque, lorsque j'ai mon premier employeur, c'était Raymond Chabot, Martin Paré. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. À cette heure, il y a juste Raymond Chabot qui est resté. Puis, je suis demeuré là pendant 9 ans. Puis, pendant les premières années où je suis tombé sur le marché du travail, ça a donné, avec les plus vieux s'en souviendront, là, au début des années 80, il y avait eu une hausse fulgurante des taux d'intérêt, où les marges de crédit étaient à 20 %. On empruntait les meilleurs taux hypothécaires 5 ans donnaient du 18-19 %. Aïe, aïe, aïe. Donc, durant ces années-là, au début des années 80, il y avait eu une croissance exponentielle dans le nombre de dossiers d'insolvabilité. À ce moment-là, chez Raymond Chabot, il venait d'ouvrir le département d'insolvabilité. Puis, je ne me plaisais pas plus que ça à travailler du côté de la vérification. Je trouvais que c'était plutôt statique. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont CPA, auditeurs, et j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils réalisent, les services qu'ils rendent. Mais moi, j'aimais plus être, comme ils disent en anglais, là, hands-on. J'aimais mieux être plus au cœur de l'action, là. Puis à ce moment-là, il s'était déposé des gros dossiers en insolvabilité à Québec. Puis j'avais à ce moment-là décidé, on m'avait offert l'opportunité là, de joindre l'équipe d'insolvabilité, le module insolvabilité. Chez Raymond Chabot à l'époque, puis c'est ce que j'ai fait. Puis je suis parti de là au bout d'une dizaine d'années. Puis par différents chemins, là, en 1993, j'ai parti mon propre bureau, qui est devenu Roy-Métivier-Roberge en 2000. OK. Puis, tu sais, comme ils disent encore une fois en anglais, seems only like yesterday. Et là, ça fait, depuis 1993, on s'en va sur 27 ans, 27-28 ans là, de bons et loyaux services. On a peut-être déposé pas loin d'une vingtaine de mille de dossiers entre 15 et 20 000 dossiers depuis la fondation de la firme. Puis, on est... je vais juste vérifier mon téléphone pour pas qu'il sonne. Donc, c'est ça. On a beaucoup de dossiers de faits depuis ces années-là. On a un département d'insolvabilité personnelle qui, aujourd'hui... Tantôt, on parlait de la pandémie. L'insolvabilité personnelle depuis le 15 mars tourne au ralenti parce que les programmes d'urgence qui ont été instaurés par le gouvernement fédéral font en sorte que les gens ont des sous pour subsister là, momentanément. Donc, nous, on prévoit que du côté de l'insolvabilité personnelle, d'ici à septembre, d'ici à l'automne prochain, on ne peut pas déterminer vraiment là, à quelle date ça devrait continuer à être au ralenti, mais aussitôt que les programmes fédéraux vont cesser, à ce moment-là, il y aura un impact là, très certainement du côté de l'insolvabilité. Oui, puis en plus, avec le ralentissement économique, forcé d'admettre qu'il va y avoir plusieurs emplois qui vont être coupés. Là, ils sont coupés temporairement, supposément. Et avec l'aide du 75 % pour bien des entreprises, ça permet de les garder là en ce moment. Mais si ça ne relève pas dans les prochains mois, c'est ça que du côté personnel, il y a un haut risque. C'est sûr que, tu sais, dans la région des Bois-Francs, dans la région de Québec, dans la région de la Beauce, tu sais, les taux d'intérêt, là, étaient à des... pas les taux d'intérêt, je veux dire, les taux de chômage, de non-emploi étaient très bas. Puis ça, c'est des choses que... tu sais, ça peut revenir, là, mais ça prendra certainement quelques années avant de revenir
au taux d'emploi là, qu'on a connu dans les 2 dernières années. Puis ça va faire en sorte que on s'attend là, à partir de l'automne prochain à un impact significatif. Il y a des économistes qui prévoient que on pourrait avoir on pourrait là avoir 7 à 8 fois le volume de dossiers d'insolvabilité là, Okay. au Canada pendant la prochaine année. Bon an, mal an, il se dépose à peu près dans le Canada au-dessus de 100 000 dossiers d'insolvabilité par année. Puis, il y a plusieurs économistes qui disent qu'on pourrait voir le million dans le courant de la prochaine année. Plus ou moins encourageant d'entendre ce genre de prédictions-là. Oui, mais il faut voir que c'est du jamais vu. Là. Non, c'est ça. C'est pas une grosse nouvelle pour personne ce matin. Là. Ce qu'on a vécu, là, puis j'espère qu'on ne le revivra pas à nouveau. Là, il faut pas. À l'automne, là, parce que ça serait très certainement là, catastrophique. Encore plus catastrophique. Éric Métivier, donc, Roy Métivier-Roberge, c'est à Québec. Tu as parlé de la Bourse Victoriaville aussi. C'est installé on couvre plus grand que ça. Là, okay. On est 5 syndics, on est une dizaine d'administrateurs de dossiers. Okay. On est principalement établis à Québec. Le siège social est à Québec, mais on est de longue date à Victoriaville. Dans les Bois-Francs, on couvre les Bois-Francs à partir de Victoriaville. On a des bureaux aussi à Asbestos. On est à Drummondville. Après ça, on est à Trois-Rivières, Shawinigan. On est au Saguenay. On est à Rivière-du-Loup. Okay. On a des bureaux à Terrebonne. On a des bureaux à Belleuil, Saint-Hyacinthe. On couvre à peu près le centre et l'est du Québec. On s'arrête à l'île de Montréal. Puis du côté est, on descend, comme je disais, là, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Puis Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup. On va y aller avec la question bien basique, parce que moi, personnellement, il y a plusieurs personnes qui vont nous regarder. Franchement, le P, tu devrais savoir ça, mais je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps entendu le mot syndic de faillite, c'est collé ensemble, puis tout ça. Puis je me dis, je veux pas avoir affaire avec eux dans ma vie. Le but ultime, c'est jamais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est péjoratif. Un syndic, ça peut m'aider à faire quoi, justement, dans la période en ce moment de pandémie? C'est à quel moment que je commence à regarder, parce que c'est une des questions que j'ai reçues, c'est quoi les premiers signaux qui indiquent que je dois consulter un syndic? Peut-être juste en amont de ça, là, je reviens sur la notion ou le nom là, que tous les gens connaissent, le syndic de faillite. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un syndic de faillite, on parle d'un syndic autorisé en insolvabilité. OK. Puis, on a essayé d'enlever là, le stigmate là, que représentait le mot faillite, parce que justement, le rôle du syndic, en fait, le rôle du syndic dans le cadre d'une faillite, ça, c'est le dernier recours. Puis, certainement que dans certains cas, on n'a pas le choix de passer par là. Puis, des fois, la faillite est inévitable dans certains cas. Puis, peut-être qu'une faillite permet aussi, dans certains cas, là, de faire revivre une entreprise qui, autrement, là, est submergée dans les dettes. Mais avant d'en venir à cette dernière étape-là... Il y a plein d'options. C'est ça, il y a d'autres options préliminaires. Puis, dépendant de la situation de l'entrepreneur, dépendant de son type d'entreprise, dépendant de la grosseur de son entreprise, il y a différentes lois, à peu près toutes fédérales, parce que la gestion de l'insolvabilité au niveau la partage des pouvoirs entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral fait en sorte que l'insolvabilité est du ressort là, du gouvernement fédéral. Okay. Donc, puis le fédéral a créé des lois. Il a créé la loi sur la faillite qui s'applique. En fait, ça s'est déjà appelé la loi sur la faillite, un point c'est tout. Maintenant, ça s'appelle la loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Puis le chapitre 3 de la loi sur la faillite traite des propositions concordataires dont on se sert là abondamment, puis je crois qu'on va s'en servir davantage encore plus là, dans les mois à venir, parce que c'est un des véhicules, sinon le véhicule principal par lequel on est capable là, de récupérer une entreprise, là, puis de l'empêcher de terminer en faillite. Donc, ça, c'est la loi principale avec laquelle on travaille. Par contre, quand tu es dans le domaine agricole, ben, il y a la loi sur la médiation en matière d'endettement agricole qui s'applique, puis qui est particulière au domaine de l'agriculture. C'est une loi qui est un peu qui a les mêmes buts, là, les mêmes fins, là, de voir à essayer de trouver des façons de sortir un agriculteur de ses problèmes financiers. Ça n'empêche pas que dans certains cas, on doit quand même recourir là, à la proposition concordataire ou même à la faillite. Là. Il n'y a pas d'exclusion. On peut aller d'un côté comme de l'autre, dépendant des situations. Puis dans les grands dossiers, ben là, il y a une autre loi qui s'applique lorsque l'endettement d'une entreprise est au-delà de 5 millions de dollars. Okay. Mais ça, c'est des cas qui sont beaucoup plus particuliers parce que ça prend une entreprise là, qui est quand même d'une grosseur assez appréciable. Ce que je comprends des lois que tu expliques en ce moment, là, c'est pas parce qu'on est insolvable, qu'on vit des problèmes financiers, qu'on n'a pas des droits. C'est ça qu'il faut comprendre parce que souvent, on a l'impression quand on doit tout à tout le monde puis qu'on devient, tu sais, on le sait en dedans de nous, là, c'est pas le fun d'avoir de l'argent et tu te fais des ennemis indirectement et tu as l'impression que tu es une mauvaise personne, tu n'as plus le droit de rien puis faut t'abandonnes. C'est juste... La COVID, il n'y a personne qui l'avait prédit, entre autres. Ça. Donc, c'est pas parce que tu es une mauvaise personne que tu es dans une situation financière qui va pas bien. Il y en a que ça arrive, là, mais tu sais, faut pas tout tomber dans le bateau. Et c'est pas parce que tu es dans une mauvaise situation financière que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas des droits, tu as le droit d'essayer des solutions, puis ils sont là pour t'aider. On dit que la loi sur la faillite est une loi d'équité. Mm-hmm. Une loi d'équité dans le sens que, tu sais, justement, les créanciers ont des droits, mais le débiteur, là, l'entrepreneur qui est en difficulté financière, lui aussi, il a des droits. Okay. Puis le syndic intervient dans ce contexte-là. Quand on dit que le syndic est autorisé en insolvabilité, c'est que le syndic détient une autorisation particulière d'agir pour agir à titre d'intermédiaire entre les créanciers et l'entrepreneur en difficulté pour établir un plan de réorganisation. Ce plan de réorganisation-là, il le fait en collaboration, évidemment, avec l'entrepreneur qui est en difficulté. Il le fait aussi en collaboration avec les comptables, les conseillers légaux de l'entreprise. Ça devient un peu comme le point focal là, de la réorganisation, mais il ne travaille pas en vase clos, puis il ne peut pas imposer des... c'est sûr qu'en bout de ligne, il faut respecter les dispositions applicables des différentes lois là, qui viennent se juxtaposer là, dans la situation d'insolvabilité, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de réorganiser, il essaie de coordonner les différents efforts dans un contexte commercial. Tu sais, souvent, nous, on arrive... de l'extérieur, on a un regard neuf sur l'entreprise. Comme moi, je détiens une licence de syndic depuis le début des années 90. Donc, des dossiers, j'en ai fait de toutes les sortes. J'ai travaillé dans des dossiers de vente au détail, j'ai travaillé dans des dossiers de manufacturation, j'ai travaillé dans des dossiers de fournisseurs de services, puis je suis un CPA de formation. Donc, on a on est capable de fixer un regard neuf. On a plein de dossiers en arrière de nous dont on se souvient. On voit qu'est-ce qui n'a pas marché aux différents endroits où on a été
amené là, à opérer là, dans les 25 dernières années. Mhm. Donc, on se sert de cette expérience-là pour suggérer des méthodes pour établir un retour vers la rentabilité. Puis ça, ben, on le fait, comme je dis, là, en collaboration avec les comptables, les professionnels CPA là, qui sont déjà au dossier. S'il n'y en a pas, puis on voit qu'il y en a un besoin, ben, on peut dire, ben, écoute, je pense que vous devriez vous adjoindre les services d'un professionnel. Puis on peut même en recommander si nécessaire pour trouver les bonnes ressources là, qui vont faire en sorte qu'on va être capable de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour être capable de trouver les solutions les plus appropriées. Donc, en ce moment, on commence à regarder les colonnes de chiffres, on commence à se gratter la tête. C'est à quel moment qu'on pèse sur le bouton « Ah, là, ça me prend de l'aide ». C'est quoi les signaux qu'on peut voir, faire là, ouais, là, tout seul, je risque d'avoir de la misère? Ça, Pierre-Yves, là, c'est un peu... Là, il faut se battre contre la nature humaine, là. Ouais. Dans le sens que on a tous à vivre avec un certain niveau de procrastination. Quand les affaires vont bien, tu fais des profits, tu es en contrôle de tes opérations, tu es en contrôle de ta relation avec ta clientèle, tes fournisseurs, tout va bien. Tout est beau, hein, c'est ça. Tes comptes, ta TPS, ta TVQ, tes déductions à la source, tout est à jour. Mais quand ça se met à déraper, là, tranquillement, pas trop vite, c'est comme il y a un célèbre politicien québécois qui avait c'est Parizeau, Jacques Parizeau, qui avait fait l'analogie là, des homards dans la bouilloire, là, où tu augmentais le niveau de chaleur tranquillement, pas trop vite, puis les homards, ils sentent pas que l'eau chaude, l'eau devient de plus en plus chaude. Bon, ben les entrepreneurs, d'une journée à l'autre, bon, ben la situation se corse et ils vont s'adapter, ils vont, mais ils réagiront pas, ils verront pas les signes avant-coureurs qu'il est temps de faire de poser des gestes. Ah ouais? Lorsque tu es obligé de retarder tes paiements à tes créanciers de 30 jours à 60 jours, ben, ça n'a pas énormément d'impact. Mais lorsque tu es rendu que là, tu as de la misère à payer tes taxes, tes TPS, tes TVQ, tes DAS, ça doit être un premier bon signe. En période de pandémie, le gouvernement a dit, ben, il n'y aura pas de mesure, présentement, là, il n'y a pas de mesures de perception là, qui sont mises de l'avant là, par les gouvernements. Ils prennent les choses là, comme ça vient, puis, mais à un moment donné... ça va revenir. Ça va revenir, là, puis ça, ben, ça représente tellement une portion importante du cash flow de l'entreprise que quand tu vois que tu n'es plus capable de payer ça, puis considérant aussi que l'administrateur est personnellement responsable du non-paiement des TPS, TVQ, déduction à la source de son entreprise. S'il ne les paie pas, il y a une responsabilité statutaire légale de payer ces sommes-là si la compagnie ne les paie pas. Là, il faut réagir. Il ne faut pas attendre que au sortir de la pandémie, les gouvernements vont réinstituer les mesures normales de perception. Puis là, à ce moment-là, ben, quand le gouvernement commence à, je sais pas moi, à saisir tes comptes à recevoir, ben, lorsque le gouvernement provincial saisit des recevables, il en devient propriétaire. Donc, ça, c'est comme s'il y a une partie de ton actif qui, ipso facto, là, sort de ton bilan parce que le gouvernement en devient propriétaire. Si dans le cadre d'une réorganisation, il y avait du travail à faire pour, je sais pas moi, percevoir des recevables qui n'ont pas été collectés parce que l'administrateur n'a pas mis autant d'efforts. Il a été appelé à gérer la pandémie. Il a mis moins d'efforts à percevoir ses recevables. Puis ses clients lui-même étaient en difficulté, donc il y avait moins tendance à payer à jour. Donc là, à un moment donné, la saisie qui peut intervenir de Revenu Québec, ben, peut faire en sorte que cet actif-là, tu le perds. S'il y avait
des sommes là-dedans qui auraient pu servir à payer certains fournisseurs ou certains loyers, ben cet argent-là ne sera plus disponible. C'est ça, il est disparu. Donc, la procrastination, là, c'est le pire ennemi. Là. C'est pour ça que c'est pas le gouvernement qui est le pire ennemi, c'est la procrastination. Là, à ce moment-là, c'est important de consulter peut-être le comptable dans un premier temps, puis consulter un syndic. Puis dans ce contexte-là, ben le syndic, lui, qui a tout le temps une tendance là, proactive, va dire, là, effectivement, on a noté, on a identifié certains signes avant-coureurs qui font en sorte que je pense que là, il y a des choses à faire, il y a des gestes à poser pour protéger l'entreprise en elle-même, puis protéger son administrateur aussi. Oui, c'est le but ultime. Quand on parle de redresser une entreprise, là, mettons, on a procrastiné pendant 2-3 mois, puis là, on fait au bout du compte qu'elle est là, j'ai pas le choix de faire un coup de barre. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce que, justement, le syndic, on le rentre dès le début ou c'est vraiment le dernier recours pour un redressement d'entreprise? Moi, je pense que, on dit tout le temps là, que aller consulter le médecin, ça ne fait pas mourir. Effectivement. Puis on a, nous autres, on est des urgentistes financiers. Donc, les gens qui viennent nous voir, ça empirera pas leur sort, très certainement, mais ça peut allumer là, un certain nombre de lumières qui vont faire en sorte que il y a des gestes qui pourront être posés là, sur la recommandation du syndic, justement pour protéger le futur. Puis, dans certains cas, il faut être capable de réaliser, si la situation est détériorée, peut-être que ça peut nécessiter à ce moment-là là, des interventions législatives, soit de déposer un avis d'intention de faire une proposition, puis qui va mener éventuellement à une proposition concordataire. Ce mécanisme-là est utilisé là, des centaines, sinon des milliers de fois par année au Canada par des entreprises qui sont en difficulté financière. Puis ça va là, de la très petite, la TPME, là, aller jusqu'à la grande entreprise. Là, c'est des choses là, qui sont, dans certains cas, on ne peut pas refuser là, d'envisager là, ces solutions-là, parce que ces solutions-là ont été créées justement pour s'appliquer là, dans des situations comme ce qu'on vit aujourd'hui. Comme tu disais tantôt, Pierre-Yves, là, les gens n'ont pas choisi là, de vivre la pandémie au cours des 3 derniers mois. Dans certains cas, dans certaines entreprises, ça a eu plus d'impact négatif. Dans d'autres cas, ça en a eu moins. Mais s'il y en a eu des impacts négatifs, là, à ce moment-là, il faut clairement puis rapidement établir le diagnostic, voir si, en se basant sur un cash flow à jour, un état budgétisé des mouvements de l'encaisse, là, puis dire, est-ce qu'il rentre à suffisamment d'argent à tous les mois, à toutes les semaines? Puis, dans certains cas, on fait des états budgétisés des mouvements de l'encaisse de semaine en semaine. Cette semaine, il va rentrer quoi? Ça coûte quoi pour opérer? Ça coûte quoi en salaire? Ça coûte quoi en loyer? Ça coûte quoi en achat de matières premières ou en achat là, de produits à revendre? Pour être capable d'établir, est-ce qu'il y a un manque à gagner? S'il y a un manque à gagner, est-ce qu'il y a des moyens de trouver des fonds? Puis il y a des mécanismes législatifs qui permettent, par des modes de financement là, intérimaires, qui permettent à une entreprise de demeurer à flot pendant le temps de la réorganisation. Puis durant cette réorganisation-là, on est capable, on a 6 mois. La loi, dans le cadre ce que la loi nous permet, là, dans le cadre d'une réorganisation, on peut avoir jusqu'à 6 mois pour se réorganiser. OK. Donc, en 6 mois, là, on est capable de voir qu'est-ce que notre cash flow nous permet de faire et de ne pas faire. Est-ce que s'il y a des besoins de financement, il y a des prêteurs intérimaires, même puis souvent, ça peut être même le prêteur
régulier de l'entreprise qui va, sous certaines conditions très précises, il va accepter d'en rajouter s'il voit qu'il y a clairement une lumière au bout du tunnel. S'il y a un bon parce plan. que l'entrepreneur est entre bonnes mains. Il y a l'entrepreneur est entre les mains d'un comptable d'expérience qui a une bonne réputation. Il est entre les mains d'un syndic qui est connu des institutions financières. Mais là, à ce moment-là, il peut y avoir des moyens de refinancer sur une base intérimaire le temps de réaliser la réorganisation, puis peut-être de présenter une proposition concordataire aux créanciers. Le principe de la proposition concordataire aux créanciers, c'est un contrat que tu offres à tes créanciers de passer, par lequel tu dis à tes créanciers, bien, en fonction de mes entrées de fonds que je prévois pour les prochaines années, bien, dans l'état actuel des choses, c'est clair, je ne peux pas vous payer, vous rembourser la totalité de ce que je vous dois au moment où les sommes deviennent échues, au moment où les sommes deviennent dues. Mais par contre, je pourrais vous payer, disons, je ne sais pas, moi, ça peut être, dans certains cas, ça peut être 30% des sommes qui sont dues. Dans d'autres cas, ça peut être 50%. Tout est affaire de cas particuliers. On a passé de tout temps, on a passé des propositions concordataires dans certains dossiers à 20 sous par dollar de créance. Dans d'autres cas, on s'en est fait refuser à 40 sous parce que l'entreprise avait des moyens additionnels de payer. Donc, on analyse chaque cas est un cas d'espèce, puis on trouve la solution qui va être qui a le plus de chances d'être accepté par les créanciers. Puis dans un cas où, je ne sais pas moi, si tu dois 400 000 $ de créances à tes fournisseurs, puis que tu es capable de passer le principe d'une proposition concordataire à 30-40 sous dans le dollar, ben fais le calcul rapide, là. Tu es capable ça améliore rapidement. Oui, énormément. Ça améliore rapidement un fonds de roulement. Là. Tu viens de diminuer tes comptes à payer de 50% là, dans le temps de le dire. C'est sûr que les créanciers doivent voter pour l'approbation de ce plan de relance-là, mais plus souvent qu'autrement. Puis ça, encore là, c'est statistiquement prouvé là, que les créanciers préfèrent accepter. Ils préfèrent accepter, je vais finir ma phrase, ils vont préférer accepter une réorganisation dans laquelle peut-être ils laissent des sous sur la table, mais ils préfèrent quand même garder l'entrepreneur en vie, qui, lui, va continuer à faire des affaires avec ses fournisseurs pour le futur. Donc, si l'entrepreneur se fait comme il se doit, le promoteur de sa relance, puis c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il se cache dans ce temps-là. Il faut qu'il soit assis à côté du syndic, puis assis à côté du comptable. Puis là, à ce moment-là, ben, il vend son plan de relance à ses créanciers. 9 fois sur 10, ça fonctionne. Si le plan de relance est bien fait, les créanciers vont accepter. Parce que ce que je comprends dans ce que tu me dis là, c'est que le syndic et le comptable qui vient donner une crédibilité au plan de relance, il sécurise le plan de relance et donne une certaine confiance aux créanciers. Il y a un aspect que je trouve un peu particulier parce que tu dis c'est du cas par cas et tu me dis souvent les créanciers vont voter ensemble pour finalement on va accepter une partie des pertes de ça dans ça. C'est ce que je comprends. La différence aujourd'hui avec la pandémie, c'est que ton entreprise va mal, mais plein d'autres entreprises vont mal. Donc, les créanciers de tes propres créanciers là, vont recevoir des coûts de plusieurs autres entreprises qui vont pas super bien. Je pense, entre autres, à la restauration avec les fournisseurs alimentaires. Puis tout ça, eux autres, de ce temps-ci, ça doit être un peu particulier ce qu'ils risquent de vivre, surtout si on entend le fameux 30% de fermeture de restaurants et peut-être plus. Ça va être plus difficile à aller convaincre des créanciers maintenant d'accepter... oui puis non. Oui, parce que tout le monde, c'est comme avant l'entrevue, on parlait de la peste, là, où pas tous mouraient, mais tous étaient touchés. Exact. Évidemment, là, il y a beaucoup
il y a beaucoup de secteurs d'activité là, qui sont touchés en même temps. Ouais, tout le monde dans le même bateau, là. Tout le monde dans le même bateau. Mais en même temps, tout le monde a une cause sympathique à défendre. Là. C'est vrai. Quelqu'un qui a fait des profits toute sa vie, mais qui, là, se retrouve dans une situation invivable, puis de laquelle il ne peut pas s'extirper sans présenter un plan de relance, bien, le plan de relance qu'il va mettre sur la table devant ses créanciers, tu sais, c'est clair que les créanciers vont le regarder là, avec sympathie parce que c'est pas comme un entrepreneur qui a un mauvais payeur notoire là, c'est ça. Depuis des années. Là. Puis les fournisseurs, ils vont dire, ben, ce gars-là m'a fait faire des profits pendant les 5, 10, 15 dernières années. Je vais lui donner un coup de main. Puis, pour la suite, ben, il va continuer à me faire des profits pour le futur. Donc, tu sais... Fait que les bonnes relations d'affaires qui étaient installées avant peuvent donner vraiment un bon coup de main à la suite de qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est... Tout à fait. Donc, c'est important, même dans cette situation-là, c'est de ne pas se sauver en ce moment puis de jouer à cachette puis je te dois de l'argent, je disparais. Assume, vas-y. Et même au contraire, si tu arrives avec un plan de relance, tu t'entoures de gens qui vont sécuriser ton plan de relance. Là Pierre-Yves, l'entrepreneur qui est en difficulté financière, là, ce qu'il doit penser, là, c'est que là, il regarde son cash flow là, présentement. Là, il bénéficie là, du 75% des salaires. Il peut bénéficier là, s'il est locataire de certains immeubles ou le propriétaire de l'immeuble s'est prévalu du programme qui prévoit le paiement là, d'une subvention là, sur les loyers commerciaux. Bon, ben ça, c'est des aides temporaires là, qui, à un moment donné, vont prendre fin là, dans le temps. Donc là, l'entrepreneur, il faut qu'il regarde son cash flow. Il faut qu'il dise, bon, ben quand ces aides-là temporaires vont arrêter, là, il va arriver quoi? Est-ce que je vais être capable de faire honneur à mes obligations? Est-ce que je vais être capable de payer mes créances gouvernementales? Puis, il ne faut pas qu'ils réagissent au moment où les programmes vont arrêter. Il faut qu'ils le prévoient maintenant. Il faut qu'ils se fassent un cash flow prévisionnel. Là, les gouvernements, ils ont dit, puis honnêtement, je ne les suis pas, là, il y en a trop, là, je ne les suis pas un à un, là, mais ces programmes-là ont tous des dates de péremption là, dans les mois qui viennent. Là. Donc, à partir du moment où les programmes vont être terminés, ben, la phase du cash flow va changer, là, risque de changer là, de manière importante. Donc là, ils doivent évaluer aujourd'hui quelle sera leur position là, l'automne prochain, quelle sera leur position l'hiver prochain. Puis, s'il y a de quoi à faire, si jamais on se rend compte que l'entreprise risque de ne pas pouvoir passer au travers, ben il y a peut-être un intérêt pour que l'entrepreneur réagisse plus tôt que plus tard. Si tantôt je disais que, puis là c'est pas moi qui l'ai inventé, là, je suis certain que dans nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut appeler ça des téléspectateurs? Oui, c'est ça, exact. Regarde. Dans nos téléspectateurs, plusieurs voient quand ces programmes-là vont arrêter, puis si ils ont à poser un geste vers une réorganisation, ben ils ont peut-être avantage à poser le geste plus tôt que plus tard, parce que si tout le monde a entendu, là, je suis certain que j'ai pas été le seul à l'entendre, là, que les économistes, comme je disais en ouverture, là, prévoient qu'on pourrait dépasser le million en nombre de dossiers d'insolvabilité. Ben c'est sûr que tu n'as pas avantage à être dans le dernier... ça ne tente pas d'être là. Entre le numéro 900 000 et le numéro 1 million, là, si tu as à passer, là, essaye de passer un peu avant. Là. Peut-être que le capital de sympathie va être plus tough à trouver vers la fin de la run qu'au début. Là. Je lance ça de même. Je suis vraiment pas un expert, moi, vraiment pas. L'exercice que j'aurais tendance à faire si j'étais une entreprise, je ferais tout de suite. On est-tu capable de voir qu'est-ce que ça aurait de l'air, notre budget, si on enlève les programmes d'aide? Est-ce qu'on serait vraiment dans le trouble ou on marche à la ligne? Ouais, c'est exactement l'exercice auquel j'ai convié il y a 5 minutes, il y a 3 minutes,
les entrepreneurs qui nous écoutent, là, parce que c'est ça, il faut l'évaluer maintenant, là. Gérer, c'est prévoir, là. Donc, fait que t'enlèves ça de tes colonnes de chiffres, tu vas avoir l'image actuelle de la situation, même si elle fait pas ton affaire. Tu sais, Pierre-Yves, je vais revenir là 2 minutes sur l'insolvabilité des consommateurs. Oui. Là, la prestation d'urgence là, du gouvernement fédéral, tu sais, il y a énormément de gens qui ont présentement plus de sous dans leur portefeuille qu'à l'habitude. Qu'ils en ont eu depuis longtemps, là, parce qu'il y a le 2000 $ par mois qui est payé puis qui a été prolongé. Là, donc, nous autres, c'est clair qu'en insolvabilité des consommateurs, les gens, ils pensent pas à faire faillite, là, puis ils pensent pas à déposer des propositions de consommateurs présentement. Mais c'est parce que là, cette aide-là est ponctuelle, là, cette aide-là est temporaire, là, à un moment donné, là, ça va se terminer, puis là, à ce moment-là, les gens vont avoir des décisions à prendre. Là. Oh, boy. Hey, j'ai reçu une autre question ici. Je la comprends pas trop parce que je suis pas un expert. J'espère que tu vas la comprendre. Est-ce vrai que vous pouvez obtenir davantage pour la réalisation de mes actifs qu'une saisie par un tiers? Exemple, banque, créancier, gouvernement. Oui. Ben, ça, la réponse à ça, c'est oui, très certainement. Ah oui? Parce que, d'ailleurs, il y a des banquiers qui ils laisseront pas vendre des biens autrement là, que par appel d'offres. Puis le syndic, là, dans le cadre de ses fonctions, ben, doit tout le temps s'assurer que les biens soient vendus là, au plus offrant. Mais là, ça, c'est uniquement en dernier recours, là, en matière de faillite. Non, c'est vrai. Faut faire attention. Même en réorganisation, puis on le fait à l'occasion, quand on se présente chez un entrepreneur qui momentanément a des problèmes, mais qui continue à croire dans son avenir, ben là, on va faire une étude diagnostique. Puis souvent, cette étude diagnostique-là a déjà été amorcée par le comptable de l'entreprise, à savoir, ben, je ne sais pas, mais au cours des dernières années, les différents secteurs d'activité de l'entreprise ont changé. Il y a des actifs mobiliers qui sont moins utilisés qu'ils l'étaient dans le passé. Il y a des actifs qui traînent dans le cours, qui sont sous-utilisés. Bon, ben, dans un contexte de réorganisation, le syndic peut convenir avec l'administrateur de dire, ben, il y a des biens que tu possèdes, que lorsqu'on fait le calcul, il vaudrait mieux les louer quand tu en as vraiment besoin, plutôt que de garder cette pièce d'équipement-là qui coûte une fortune, puis qui travaille peut-être 1/10 du temps normal à produire des revenus là, dans l'entreprise. Puis lorsque on est en face d'une situation comme celle-là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une vente structurée dans laquelle on s'assure là, d'aller chercher le maximum de personnes intéressées qui sont dans le domaine. Puis, on travaille avec des sous-traitants dans ce cas-là qui sont eux-mêmes là, travaillent dans ce domaine-là là, depuis au-delà de 25 ans. Puis, c'est des gens qui ont des carnets d'adresses bien garnis là, d'acheteurs. Puis, on vend tout le temps par... Des fois, on va vendre... Là, il y a différents modes d'appels d'offres. Des fois, c'est des appels d'offres privés. D'autres fois, c'est des appels d'offres publics publiés dans les journaux. Mais d'une manière comme de l'autre, on s'assure que plusieurs milliers, là, on a un mailing list là, de peut-être 5000 noms d'entreprises, de gens qui surveillent les ventes dans les dossiers d'insolvabilité. Donc, puis on fait là, beaucoup d'efforts là, pour s'assurer qu'on va chercher le maximum. C'est sûr qu'en insolvabilité, tu peux pas retrouver la valeur à neuf. Faut pas on peut pas vendre là, une salade là, qui n'existe pas. Mais on maximise là, le prix de vente très certainement, plus que lorsque c'est tout simplement vendu au moyen là, d'un petit avis de faillite, là, pas de faillite, mais un avis de saisie, puis de vente en justice là, qui a à peu près 1,5 pouce par 1,5 pouce, puis qui est publié une fois dans le journal. C'est sûr que ça, c'est pas la méthode
la plus appropriée de vendre des biens. Non, ça fait des occasions d'affaires pour certains, mais c'est pas le fun pour vous autres si, Ouais, c'est si vous ça. avez affaire avant. Ça n'améliore pas le cash flow du vendeur, là, pas de minute. Là. Il reste quelques minutes. J'ai encore quelques petites questions, mais avant, juste au cas, vous avez des questions, envoyez à Éric Métivier, à sa firme, Roy Métivier, Roberge, ou vous voulez communiquer avec un syndic que vous connaissez aussi, n'hésitez pas. Voici les coordonnées pour, entre autres, communiquer avec Éric Métivier, le 819-758-0696 pour le bureau de Victoriaville avec son courriel. Donc, on va le marquer aussi dans la description de la vidéo que vous regardez en ce moment. Si vous avez des questions également, pendant la vidéo vous regardez, vous commentez cette vidéo-là et l'équipe de la Chambre de commerce et de l'Académie entrepreneuriale de Victoriaville, Desjardins, il faut dire, va envoyer les questions à M. Métivier et on va tenter de répondre du mieux qu'on peut, évidemment. J'avais une question aussi côté psychologique. J'ai l'impression que quand on rentre une équipe de syndic, on travaille avec une équipe de professionnels, de comptables et tout ça, j'ai l'impression que quand on commence à mieux dormir, on doit avoir l'esprit un peu plus clair en tant qu'entrepreneur pour amener la lumière au bout du tunnel, justement. Et est-ce que quand vous arrivez dans des dossiers qui sont un peu plus difficiles au début, tu sais, ils ont laissé traîner ça un petit peu plus, est-ce que ça fait partie de vos réflexions, justement, le support aux entrepreneurs en arrière de ça pour dire, là, faut pas paniquer, c'est une situation pas facile, mais si on se met direct et on concentre nos énergies aux bonnes places, ça va repartir. Est-ce que ça fait partie de ça? Tu sais, Pierre-Yves, là, nous autres, on n'est pas dans la business de juger les gens. Exact. On est dans la business de livrer des résultats. Tantôt, je disais qu'on était des urgentologues là, financiers. Là. C'est clair qu'on ne peut pas donner de garantie. Il n'y a pas un oncologue là, qui va garantir là, qu'il va guérir son patient là, à 100%. De sa maladie. Puis nous aussi, on ne peut pas garantir le résultat. C'est bien plate, mais c'est ça. Mais les traitements par expérience, on sait que ça peut marcher. Oui. Par contre, tu sais, on est avec les années, tu sais, on devient aussi un petit peu des thérapeutes, là. Tu sais, juste par le fait que l'administrateur doit nous communiquer le vécu des dernières années de son entreprise pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, bien, lui, juste de l'expliquer des fois, ça lui permet de comprendre des choses ou de réaliser que, ouais, ça, finalement, c'était peut-être pas mon meilleur move, là. Ça fait que... Et puis à partir du moment où tu réalises ça, ben tu te dis, ouais, mais... Puis c'est correct, tout le monde a droit à l'erreur. Puis là, de ce temps-ci, tu sais, over and above, là, tout ce qu'on vit avec la pandémie, ben, tu sais, tu te dis, ben, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Maintenant, OK, objectivement, on fait quoi pour s'en sortir? Là? Ouais. Y en a-tu des moyens ou il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut envisager là, un retour à la rentabilité là, dans les prochains mois? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, ce qui fait le plus mal, c'est que momentanément, tu ne le sais pas. Ça fait que là, on fait quoi, là? Ça fait que là, bon, ben, appelle-moi le comptable, ça nous prend un cash flow, puis faire venir le gars de la production, puis on s'attend à quoi, là, dans les prochaines semaines? C'est quoi les commandes? Qu'est-ce qu'on a en carnet? C'est quoi notre taux de profitabilité là, sur ce on travaille, sur ce qu'on travaille présentement? Puis c'est de voir... à rationaliser ces choses-là, les comprendre. Puis à partir du moment où tu as une compréhension là, de ton problème, ben déjà là, tu as une partie du travail de fait. Là. Puis par expérience, je le sais, là, parce que je l'ai vécu là, à de nombreuses reprises, là, juste le fait de savoir que la machine s'est mise en marche vers une réorganisation qui va ramener la rentabilité, ben, ou qui tend vers un retour à la rentabilité. Exact. Déjà là, c'est
c'est 1000 livres de moins sur le dos de l'entrepreneur, là. Puis d'avoir réponse à ces questions. Puis le problème que les gens vivent, là, c'est que dans notre domaine, là, au début, tu disais que c'était un peu tabou. Mm-hmm. Oui, ça l'est tabou, mais c'est pas du voodooisme qu'on fait. Là, on administre des lois qui ont été créées par des gouvernements responsables, puis pour permettre à un entrepreneur qui est momentanément incapable de faire honneur à ses obligations, de revenir à la rentabilité. Ça fait que, puis c'est ça qu'on fait. Les gens qui sont déjà passés par là dans le passé, le stigmate de l'insolvabilité font en sorte que eux autres sont passés par là, mais ils ne veulent pas en parler. Pour plusieurs, en tout cas, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas revivre ça. Ils ne veulent pas en parler. Ils veulent pas... Ça affecte leur image. Ils ne veulent pas en parler. Donc, eux autres, ils savent c'est quoi, mais ils n'en parlent pas. Okay. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui ne sont jamais passés par là, puis qui ont ramassé des histoires d'horreur à gauche, à droite, puis comment ça se fait qu'il a fait ci, il a fait ça, puis il a gardé son camion, il a gardé sa maison, il a tout... Ah, ça, les histoires... Ça s'explique. Tout ça, ça s'explique. Ouais. Les lois sont appliquées de la même manière pour tout le monde, puis... c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions là, échapper à droite ou à gauche, là, mais en réalité, tout le monde a passé par les mêmes processus, puis on a obtenu des résultats qui ont permis à de nombreuses entreprises là, de s'en sortir, puis de retrouver la rentabilité. Puis, mais c'est drôle que cette perception-là est encore ancrée de quand tu rentres à le syndic, pour bien des entrepreneurs, ils vont faire hey, si je rentre ça là-dedans, j'ai déjà pas les moyens de payer mon monde, pas ci pis ça, il faut que je rentre, ça va coûter cher, finalement, ça va aller plus vite mon affaire. Tu sais, il y a une perception de. Mais si c'est toi qui prends la décision, il vaut beaucoup mieux que ce soit toi qui prennes la décision que ce soit ton banquier. Parce que si ton banquier te dit à partir d'aujourd'hui, ton dossier, je le transfère au département des comptes spéciaux, là, à ce moment-là, le tapis est en train de te partir en dessous des pieds. Ça fait que si toi-même, tu introduis ton professionnel dans le dossier, mais ça ne change pas le fait que le syndic, là, de par la fonction que la loi lui donne, là, c'est un officier de justice. Mm-hmm. Donc, il y a une obligation légale puis déontologique de respecter les droits, tout autant les droits de l'entrepreneur qui est en difficulté que les droits des créanciers. Il ne pourra pas présenter un projet, il pourra pas présenter un plan de relance qui va être uniquement favorable à l'entrepreneur, puis totalement défavorable aux créanciers. Il faut qu'il balance. Il faut que la situation soit win-win sur les deux bords, là, sur les deux côtés. Un médiateur. Donc, mais c'est très, très, très faisable. Puis l'expérience le démontre. Là, regarde, je gagne ma vie avec ça, moi, depuis les 30 dernières années. Puis j'ai jamais manqué une heure d'ouvrage. Surtout pas dans les derniers mois. Non, j'imagine. Puis là, on parle des prochains mois qui ne seront pas nécessairement évidents. Donc, conseil d'un vieux routier là-dedans depuis quelques années qui a de l'expérience. Non, un jeune routier d'abord. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, je pense beaucoup aux jeunes entreprises, aux jeunes entrepreneurs, tu sais, qui en ont, c'est leur première crise, puis ça en est toute une, ou tu sais, c'est la deuxième, mais tu sais, c'est pas une crise normale. C'est quoi les conseils que tu peux dire pour commencer, il faudrait se calmer? Puis après ça, c'est quoi les étapes pour dire, OK, on va se replacer pour peut-être, tu sais, il y a peut-être un petit jeu de base à faire avant de se rendre à appeler le syndic. Il faut être, tantôt je disais, là, il faut être proactif là, sur les indicateurs. Il y a des indicateurs, puis je dirais même, il y a de nombreux indicateurs là, qui te montrent qu'à un moment donné, là, les problèmes là, sont là. C'est ça, là, les problèmes sont à ta porte. Là. Ils ne sont pas rentrés encore, là, mais tu les vois venir. Là. Puis ça, c'est le manque de cash flow. Tu
tu retardes tes fournisseurs, tu retardes tes gouvernements, tu n'es pas capable d'acheter pour produire. Puis tu as d'autres indicateurs qui ont pas à voir avec la rentabilité de l'entreprise, mais tu n'es pas capable d'avoir de monde sur le plancher pour travailler parce que tu n'es pas capable de trouver d'employés compétents, d'employés qualifiés. Là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est peut-être moins un problème que ça l'était l'an passé, parce que l'an passé, là, trouver de la main-d'œuvre pour certains. C'est fou. Moi, j'ai pris des dossiers en réorganisation dans les dernières années où le seul problème de l'entrepreneur, c'est qu'il n'était plus capable il n'y avait plus de monde sur le plancher pour opérer ses machines. Il n'était plus capable de produire parce que les ressources humaines n'étaient plus là. Là, ça, comment ça évoluera pour les prochains mois, on le verra, là. Mais c'est d'identifier, là, puis les gouvernements, c'est souvent les problèmes. Ici, j'ai 2 de mes associés qui sont des anciens de Revenu Québec. J'ai un de mes associés qui a travaillé 9 ans à la perception à Revenu Québec, puis un autre a travaillé 13 ans à la perception à Revenu Québec. Puis ils ont décidé, là, à un moment donné, à une certaine étape dans leur carrière, de réorienter leur carrière en faisant les études nécessaires pour obtenir une licence de syndic. Aujourd'hui, ce sont des syndics qui ont énormément de capacité, justement, à gérer les gouvernements, gérer les dettes gouvernementales. Puis je dirais que c'est indirectement, les gouvernements sont probablement un de nos plus grands pourvoyeurs de dossiers parce qu'à un moment donné, eux ont des pouvoirs là, importants là, de perception. Puis ils ont une capacité très, très, très réelle et actuelle là, de venir là, interférer là, dans le processus d'opération de l'entreprise, que ce soit, tantôt je parlais des saisies sur les comptes de banque où ils deviennent propriétaires du compte de banque. Pas du compte, saisie des recevables, je veux dire des comptes à recevoir, ils deviennent propriétaires des recevables. Ils peuvent enregistrer des hypothèques légales sur tes équipements, ils peuvent enregistrer dans certains cas des hypothèques légales sur les immeubles. À partir du moment où ces hypothèques-là sont enregistrées, sont publiées au Bureau de la publicité des droits, ben, tu es obligé de vivre avec. S'il y avait des équités sur ces équipements-là ou sur ces actifs immobiliers-là, ben là, à ce moment-là, ces actifs-là ne deviennent plus disponibles, ils deviennent plus en jeu. Ils sont comme mis hors circuit dans le cadre d'une réorganisation. Ça nuit à une réorganisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a très certainement là, une nécessité là, d'être proactif pour agir, pour que l'entrepreneur agisse avant que le banquier ou avant que les gouvernements passent, eux, à l'action. Le secret, le conseil, c'est proactif. La proactivité. Et c'est ça. On n'a pas le choix. S'il y a quelque chose, on fonce, on agit, on n'attend pas que ça passe. Il faut prendre le contrôle, que ce soit nous autres qui décident de comment ça va se passer la suite. C'est vraiment là que c'est vraiment là que l'issue du dossier il se détermine là. L'issue va se déterminer là, bien souvent. C'est un peu notre malheur là. Souvent, on est consulté trop tard. Ouais. On est rarement consulté trop. Regarde, on ne sera jamais consulté trop tôt. Ça, prenons ça pour acquis là. On ne sera jamais consulté trop tôt. Ça n'existe pas. Mais maudit que il y a des opportunités qu'on a manquées là, dans de nombreux dossiers parce qu'on est rentré dans le dossier trop tard. Le mal était fait. Les saisies avaient été pratiquées à gauche, à droite. Puis dans ce cas-là, ben souvent, là, tout ce qui reste à faire, là, c'est de passer à la dernière étape, l'étape ultime. Là, Puis on ne veut pas aller là. Oui, c'est ça. Le moins possible. Oui, c'est ça. Éric Métivier, merci beaucoup. Ce qu'on peut dire comme message, c'est on courage pour les entrepreneurs et les entreprises qui passent au travers de cette crise en ce moment. Lâchez pas, vous êtes des bonnes personnes, vous avez surtout des droits. Faites-les valoir. N'hésitez pas, c'est très important.
Et si vous êtes proactif, vous allez vous en sortir mieux. Et même avec surprise, vu que vous allez réinventer votre façon de faire en ce moment, je sais que c'est un mot qui est galvaudé en ce moment, mais toutes les structures de travail sont appelées à changer. Et qui sait, l'année prochaine déjà, ça va être une autre affaire, puis ça va devenir juste une anecdote de « Tu te rappelles-tu 2020 à quel point on a rushé? » Puis, tu sais, là, mes nombreuses années d'expérience là, m'ont appris que l'entrepreneur là, fier, québécois, là, dans bien des cas, il a de la misère à admettre ses erreurs. OK? Mais tout le monde a droit à l'erreur. Absolument. Puis dans le cas présent, ben cette erreur-là là, est comprimée avec la pandémie. Là. Donc, puis ça, personne ne l'avait vu venir. Là, même les gouvernements, 3 semaines avant que ça nous frappe, là, tout le monde avait... Il n'y a personne qui avait saisi l'ampleur de ce qui nous est arrivé. Donc, là, faut s'arrêter, faut faire objectivement l'analyse de la situation. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois, quand les programmes gouvernementaux vont avoir été mis de côté. Puis, s'il y a des moves à faire, il faut les faire là pendant que les... puis là, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gens de Revenu Québec ou Revenu Canada qui nous écoutent. Là. Eux autres, présentement, là, ils sont en télétravail, là, puis ils n'ont pas de mesure de perception. Là. Ils mettent pas de saisie à droite ou à gauche là, par les temps qui courent. Fait qu'il y a une fenêtre en ce moment. À un moment donné, là, il va y avoir une fin à ça. Là. Ouais, exact. Ça fait que quand ça va redécoller, là, ils vont y aller... ça va repartir là, comme on entend souvent là, dans les Bois-Francs, là, au grand coton. Ça fait quand ils vont partir ça au grand coton, là, ben là, ça va être le temps. Tu sais, ça ne sera pas le temps là, de penser réorganisation. Là, c'est peut-être là qui... OK. Fait que on lit entre les lignes qu'il y a une fenêtre d'opportunité maintenant. Faut y aller. Pour communiquer avec le bureau de Victoriaville, 819-758-0696. Par courriel, communiquer avec toi, Éric. Métivier, rmrsyndic avec un s.com. Sinon, votre site internet rmrsyndic avec un s.com et vous allez avoir plein de détails là-dessus. Fait que ça nous fera plaisir de répondre aux questions. On est, comme je disais tantôt, là, il y a 5 syndics, une douzaine d'administrateurs de dossiers. Puis, on les prend un par un. Merci beaucoup, Éric, d'avoir pris du temps avec nous ce matin. C'est très apprécié. Puis, on souhaite la meilleure des chances à tout le monde pour passer au travers de ça. Merci. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Pierre-Yves. Yes, au plaisir. À la prochaine. OK, c'est bien. Au revoir.